Les pirates, les trafiquants de drogue et tous les criminels partagent un sujet de préoccupation. Ils doivent dissimuler l'origine illicite de leur argent. Ils doivent le blanchir. On a généralement une vague idée de comment ça se passe, mais est-ce que ça correspond à la réalité? Si vous êtes une petite frappe de l'arnaque au SMS et que vous obtenez des virements frauduleux, il y a une première question qui se pose. Vous ne pouvez pas envoyer l'argent directement sur votre compte perso, sauf si vous voulez que la police sonne chez vous. Alors, à qui l'envoyer? Pour répondre à cette question, ce qui nous a paru le plus évident, c'est d'aller voir à un endroit que on connaît bien, les boucles Telegram des cybercriminels. Dans ces conversations, on a notamment trouvé des e-books qui sont de véritables manuels du blanchiment. En général, ils s'accordent sur une stratégie qui permettrait d'ouvrir des comptes en banque sans jamais utiliser son vrai nom, le vol d'identité. La première étape, c'est de récupérer des photos de pièces d'identité. C'est beaucoup plus simple qu'on pourrait le penser. Ils vont par exemple mettre une annonce de location d'appartement sur Le Bon Coin et ensuite exiger de tous les candidats une photo recto verso de leur passeport. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut toujours mettre un filigrane sur ces documents. Si vous voulez ouvrir un compte dans une banque traditionnelle, une pièce d'identité volée, ça va pas suffire. Les banques appliquent désormais ce qu'on appelle le Know Your Customer, des contrôles toujours plus stricts qui exigent par exemple que vous vous preniez en vidéo avec votre webcam. Ça paraît difficile à contourner. Sauf que il y a des petits malins qui ont examiné à la loupe les protocoles de toutes les néobanques et ils ont trouvé des failles. Ce guide, par exemple, détaille toute une méthode pour tromper Lydia. Vous chargez la pièce d'identité volée et un selfie que vous aurez aussi demandé à votre victime sur Le Bon Coin. Et ensuite, vous êtes censé vous filmer. Mais au lieu de le faire, vous allez contacter le service client et dire que votre caméra est cassée. Et là, visiblement, ils vont vous dire « Ok, à la place, vous nous envoyez un justificatif de domicile. » Vraiment le truc le plus facile à trafiquer. Ils changent le nom et l'adresse sur une facture et c'est banco. Mettons que vous ayez réussi à obtenir un virement frauduleux sur un compte bancaire, qu'ils appellent aussi un bank drop. Ça n'est que la première étape. En fait, vous pouvez pas laisser l'argent dormir dessus parce que dans les heures qui suivent, les banques vont communiquer entre elles et le compte va être gelé. Donc, les scammers anticipent en se procurant des cartes de crédit pour retirer du cash le plus vite possible. Bien sûr, ils la font pas livrer chez eux, mais à l'adresse d'un appartement ou d'une maison inhabitée. Par exemple, ils identifient un bien sur le site d'une agence immobilière et ils vont mettre leur nom sur la boîte aux lettres. Ensuite, pour ouvrir cette boîte, ils font comme tous les postiers et les livreurs, ils achètent une clé passe-partout à 15 balles. Si on se projette un peu, on peut s'imaginer qu'avec cette méthode, il est possible d'engranger chaque mois entre 2 et 3 000 euros en cash. Et ce qui est bien avec les espèces, c'est que c'est intraçable. Si vous jouez profil bas et que vous vous contentez de l'écouler dans la vie de tous les jours, a priori, personne ne va vous poser de questions. En revanche, si votre chiffre d'affaires décolle, vous allez avoir un problème. Les piles de cash vont s'accumuler sous votre lit. Et si la mauvaise personne tombe dessus, ça va chauffer. Alors, vous pourriez être tenté d'enterrer tout ça au fond du jardin pour préparer votre retraite aux Bahamas. C'est notamment la stratégie qu'a adoptée Pablo Escobar, le patron milliardaire du cartel de Medellín. Pour dissimuler ses milliards, il avait demandé à des sous-fifres d'enterrer des sacs de cash aux 4 coins de la Colombie. Mais quand ces derniers revenaient, Pablo les faisait pointer leur cash sur une carte et ensuite... Comme ça, il était le seul à savoir où se trouvaient tous ces trésors. Il stockait aussi des tonnes de cash dans des entrepôts. Mais ce que raconte son frère, c'est que c'était vraiment pas la panacée. L'humidité, les insectes, les intempéries faisaient moisir les billets. Et il y avait aussi les rats, qui à eux seuls grignotaient 10% des dépôts. Donc, stocker du cash, ça paraît pas si malin. Contre ça, les criminels ont adopté une autre technique popularisée par Pablo Escobar, le schtroumpfage. Ça consiste à fractionner une somme importante en de multiples versements sur de nombreux comptes pour passer en dessous des écrans radars, comme des petits schtroumpfs. Typiquement, les dealers utiliseraient leur famille élargie pour ouvrir des centaines de comptes. Mais ça, est-ce que ça peut marcher longtemps? Selon le juge d'instruction, les parents de Farid ont une capacité d'épargne très forte, sans rapport avec leur train de vie. D'ailleurs, entre 2006 et 2010, les revenus déclarés les rendaient souvent non imposables. Aujourd'hui, les banques s'appuient sur des logiciels très performants pour identifier des patterns de schtroumpfage. En réalité, si vous voulez déposer de grosses sommes sans éveiller les soupçons, il n'y a qu'une solution. Il faut pouvoir justifier son origine. Ce qui est compliqué, c'est que c'est de l'argent volé, donc vous ne pouvez pas dire la vérité. Mais
il existe des techniques ingénieuses pour tromper les banques, comme par exemple les faux gains au jeu. C'était notamment la méthode préférée du dernier parrain français, Francis le Belge. Vous passez votre journée au PMU et quand il y a un champion qui remporte un gain, vous lui proposez de racheter son ticket moyennant une petite commission. Quand vous retirez votre gain sur la borne de paiement, vous allez obtenir un magnifique tampon de la Française des Jeux. Une autre combine encore plus efficace, c'est la fausse vente aux enchères. Disons que vous voulez déposer à la banque 10 fois plus d'argent, par exemple 90 000 balles. D'abord, vous allez mettre aux enchères un objet d'art, un masque aborigène. Ensuite, un complice va participer à la vente et surenchérir jusqu'à proposer un prix démesuré sur lequel personne ne peut s'aligner. Déduction faite des frais du commissaire-priseur et de la commission du complice, vous pouvez désormais justifier un dépôt de 90 000 euros. Et bien sûr, votre masque aborigène, il reste à la maison. Selon certains experts, le marché de l'art contemporain serait surévalué de 20% juste à cause du blanchiment. Et si on regarde un peu les ventes de ces dernières années de près, il y en a qui sont quand même très bizarres. C'est des techniques qui fonctionnent, mais attention, les criminels ne doivent pas en abuser. Parce que s'ils déposent des grosses sommes alors que officiellement ils ont peu de revenus, il y a un autre acteur qui va se poser des questions. C'est les impôts. On a déjà commencé à faire tourner un ensemble d'algorithmes sur les particuliers, notamment sur effectivement des entre guillemets anomalies de train de vie. Ils doivent absolument donner l'impression que cet argent est gagné de manière légitime. Et pour faire ça, il existe en fait une méthode diabolique, c'est de créer des entreprises de façade. Vous ouvrez un commerce qui brasse du liquide et dans votre chiffre d'affaires mensuel, vous intégrez discrètement votre argent sale. Dans le fond, vous n'avez même pas besoin de créer une activité rentable. Mais si vous voulez gérer votre business comme un homme d'affaires, vous allez devoir tenir ce qu'on appelle une double comptabilité. D'un côté, vous tenez une compta secrète qui distingue les flux d'argent sale et d'argent propre, et de l'autre, une comptabilité officielle que vous présentez aux impôts et aux URSSAF. Et dans cette dernière, il y a une erreur à ne pas faire, c'est de négliger les charges d'exploitation. Il faut absolument que les charges soient cohérentes avec le chiffre d'affaires. Si vous vendez des kebabs à 5 euros et que vous déclarez 300 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire que vous avez vendu 15 000 sandwichs. Donc il faut que vous ayez acheté 15 000 pains. Beaucoup se font avoir comme ça. Avec tout ça, si vous n'avez pas encore de scrupules, vous vous retrouvez à la tête d'une vraie PME criminelle. Il y a une méthode qui a été popularisée par un certain Meyer Lansky. Lansky, c'était le conseiller financier de la Cosa Nostra, la mafia italienne aux États-Unis. Il avait été traumatisé par la chute d'Al Capone, réputé intouchable et qui s'était finalement fait condamner pour fraude fiscale. Lansky veut pas faire la même erreur. Alors il commence par dissimuler l'argent de la mafia en Suisse. Et ensuite, il élabore avec un banquier un système ingénieux pour pouvoir librement utiliser cet argent aux États-Unis. Ce système, ça s'appelle le prêt adossé. D'abord, Lansky demande à la banque suisse s'il peut souscrire un prêt de 5 millions de dollars. Pour obtenir un tel prêt, on doit généralement montrer à la banque qu'on est solvable. Mais Lansky n'a pas besoin de faire ça. Il va simplement déposer à la banque en garantie la même somme. Il dépose 5 millions de dollars pour obtenir 5 millions. Ça paraît bizarre, mais du coup, aux États-Unis, maintenant, il peut utiliser cet argent sans complexe. Si on lui pose des questions, il pourra dire qu'une banque étrangère lui a prêté cet argent à des conditions qui la regardent. Il va même pas avoir à payer d'impôts dessus. Et avec ses prêts adossés, il va construire une ville de casino dans le désert. J'ai nommé Las Vegas. On remercie les Suisses pour Las Vegas. Dans les années 1950, les mafias américaines et siciliennes vont à leur tour utiliser cette technique. Grâce à ça, ils parviennent à constituer un réseau de milliers de pizzerias tenues par des Italiens et qui leur permet de distribuer l'héroïne sur tout le marché américain. C'est ce qu'on a appelé la Pizza Connection. Encore aujourd'hui, le prêt adossé est très populaire, en particulier chez les politiciens véreux. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches, on l'a fini pauvre. Patrick Balkany, Jérôme Cahuzac, Thomas Fabius, ils auraient tous fait des prêts adossés. Mais vous pourriez peut-être taper encore plus fort. Si vous êtes pressé et que vous avez de l'argent liquide à blanchir, il est possible de combiner cette méthode avec une autre technique repérée par TracFin et apparemment très utilisée par les mafieux russes sur la Côte d'Azur. La fausse spéculation immobilière.
Ça, c'est incroyable. Ce qu'ils commencent par faire, c'est qu'ils achètent un immeuble à un vendeur complice. Officiellement, ils le prennent à 50% de sa valeur. Disons à 1 million au lieu de 2. En réalité, sous la table, ils complètent avec du cash. Ensuite, ils vont faire des travaux. Et après quelques temps, ils revendent l'immeuble. Mais cette fois, ils l'évaluent pas à 1 million. Comme ils ont fait des travaux, ils estiment que le bien a pris de la valeur et ils le vendent à 2 millions. Sur le papier, ils ont fait une plus-value à la sueur de leur front et blanchi 1 million en cash.